retour sur le plateau de Backseat. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue de retour sur le plateau de Backseat, votre émission politique préférée sur Twitch. Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir une personnalité politique de premier plan. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir la maire de Paris, candidate du Parti Socialiste à l'élection présidentielle, Anne Hidalgo. Bonsoir Anne Hidalgo, comment allez-vous ? Bonsoir, super, très Merci bien. d'avoir accepté notre invitation, merci beaucoup. Petit disclaimer pour commencer cette interview, je précise, il y en a plein qui le savent déjà, mais je l'ai déjà dit. J'ai travaillé pour Madame Hidalgo, pour ses équipes, pour la majorité municipale de la ville de Paris, il y a 10 ans. J'ai commencé il y a 10 ans, j'ai fait votre campagne en 2014 et après je suis parti, ça fait un bout de temps maintenant, mais je suis parti vers Vogueil-Allard. Donc voilà, petit disclaimer, ça ne change absolument rien au reste de l'interview. C'est clair. Donc voilà, merci d'avoir accepté notre invitation encore une fois. Vous êtes en pleine campagne présidentielle, comment ça se passe ? Comment allez-vous ? Moi, je vais bien. D'abord parce que j'ai le sentiment d'être utile, voilà, d'être utile, de porter des idées dans un moment qui est pas simple, hein, parce que quand on regarde les idées qui sont mises en avant sur les chaînes d'infos en continu, on a un peu le sentiment que notre pays se perd sur des questions d'identité, des choses très crispées, souvent très violentes. Mais moi, je vais bien parce que je suis dans mes convictions, dans les valeurs et que c'est ce qui me plaît, ce que j'aime faire, essayer de convaincre, même si c'est dur aujourd'hui. Alors, on va parler du contexte, hein, vous vous en doutez. J'ai d'abord une question pour commencer. Vous venez devant nous en tant que quoi ? Candidate à l'élection présidentielle, candidate à la primaire populaire. Vous êtes qui ce soir ? Non, c'est très clair, je suis candidate à l'élection présidentielle. Vous n'êtes plus candidate à une primaire populaire ? Non, j'étais vraiment, je vois la situation et j'ai dit au mois de décembre qu'il fallait qu'on se ressaisisse, au moins que ceux qui à gauche veulent gouverner ensemble tentent quelque chose. Ce quelque chose que je voulais tenter, c'était quoi ? C'était une primaire, c'est-à-dire devant les électeurs, devant les citoyens, venir expliquer, parler de nos propositions. Pour moi, évidemment, il fallait qu'il y ait Jadot dans cette primaire, parce que c'est quand même autour de ça. Et il a dit non. J'ai insisté. Lourdement, hein, je le concède. Vous lui avez parlé, vous l'avez eu au téléphone ? Je l'ai eu, bien sûr, au téléphone. Parce que mon beau, il n'est pas arrivé, je crois. Et à quoi ? Pour la blague, à l'avoir au téléphone. Ah, d'accord. Moi, je l'ai eu aussi, Arnaud. Il a décroché. Il a décroché. Bien sûr. Mais en tous les cas, pour cette primaire, ok, j'ai vu qu'il n'en voulait pas. J'ai dit à un moment donné, tant qu'à faire, au moins débattons, essayons de reprendre à la télé, là où les gens aujourd'hui regardent un peu ce qui se passe, de reprendre les thèmes aussi de la gauche, parce que du coup, les thèmes de la gauche avaient disparu, l'écologie aussi. Et donc, j'ai proposé des débats, ça a été refusé, dont acte. Hein, je prends tout ça, je suis quelqu'un de pragmatique et de réaliste. Donc aujourd'hui, j'ai tourné la page et voilà. Définitivement. Parce que donc Jadot a dit non, Jean-Luc Mélenchon a dit non également, Arnaud Montebourg a raccroché et Christiane Taubira, elle, pour le coup, elle dit oui, elle est venue. Votre appel a fait émerger une nouvelle candidature, finalement, alors que c'était un appel. Je crois qu'elle se préparait. Oui, c'est un échec qu'on n'ait pas pu faire, une primaire vraiment. Je pense d'ailleurs que si Yannick Jadot avait été candidat, finalement, ça aurait entraîné vraiment 1 million de personnes qui seraient venues et qui auraient pu départager. D'ailleurs, j'avais dit, je prends le risque. Hein. Bien sûr que je voulais gagner et que je pensais que j'allais gagner. Mais si j'avais perdu, je prenais évidemment aussi le risque de soutenir quelqu'un. Mais pour moi, c'était aussi une façon de commencer à montrer ce qu'on pouvait préfigurer à gauche et avec les Verts d'une recomposition politique française. Bon, ça n'a pas été possible, ok, voilà. Et de toute façon, j'ai continué à travailler, y compris pendant toute cette période. J'ai des propositions, un programme, une équipe, et évidemment que pour moi, la page est tournée. Léa. Vous aviez, lorsque début décembre, vous avez fait cette proposition d'une primaire de la gauche et que finalement elle a été refusée par les candidats que vous venez de citer, vous aviez fait un discours autour de la notion de responsabilité, de l'importance de se ranger derrière une ou un candidat commun. Moi, j'ai une question qui va peut-être vous... De créer une dynamique. De créer une dynamique, absolument. Ranger, oui, de créer une dynamique commune. En tout cas, le mot commun, je pense, est important. Absolument, n'est-ce pas ? Je vais peut-être être un peu frontal dans la question, mais est-ce que finalement, aller au bout de cette démarche n'aurait pas été faire acte finalement du fait que votre candidature n'est pas exactement ce que vous espériez peut-être au début, ne prend pas
on va pas se mentir, hein, vous avez un peu du mal à décoller. Non, mais je vais vous répondre. Vous avez un peu du mal à décoller, ça, je vais c'est une vous réalité. répondre. Est-ce que finalement cet acte de responsabilité dont vous parliez n'aurait pas été d'aller directement derrière un candidat, et en l'occurrence Yannick Jadot? Non, bien sûr que non. D'abord parce que je ne crois pas qu'on crée une dynamique de cette façon-là. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas dire que les autres campagnes soient très dynamiques aussi. Et parce que moi, je propose une approche dans laquelle, bien sûr, l'écologie, pour moi, elle est centrale. Et d'ailleurs, je n'ai pas beaucoup de preuves à apporter, puisque c'est ce que j'ai fait, notamment en tant que maire de Paris. Mais pour moi, aujourd'hui, l'écologie, on y arrivera, on réussira la transition écologique qu'on doit absolument faire si on en fait aussi une question sociale. Aujourd'hui, on fait peser sur qui ? Sur les plus pauvres, sur les classes moyennes, sur les jeunes, tout le poids de la transformation de notre système et ça marche pas parce que qu'est-ce qui se passe ? Ce sont eux qui payent par des taxes, par mais c'est aussi le discours des Verts de vie. Ben pas tant que ça. C'est-à-dire non. Par exemple, il y a des sujets sur lesquels, bien sûr, beaucoup de sujets sur lesquels je suis en accord avec eux. Vous avez quoi comme mais désaccord avec par les exemple, sur la question sociale et la place qu'elle occupe, je vous prends un exemple, celui du logement. Moi, je suis convaincue que dans notre pays, on ne peut pas fermer les yeux sur le fait qu'il y a des millions de personnes qui sont dans du mal logement, qui ont des logements trop petits, des logements insalubres, qui n'ont pas du tout de logement et que le logement est beaucoup trop cher. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut construire du logement. Et sur cette question de la construction du logement, on n'est pas d'accord. Et ça, il y a un sujet notamment à Paris, d'ailleurs. Il y a un sujet très réel à Paris. Il y a des endroits où on n'arrive pas, y compris, évidemment, je ne veux pas créer des conditions où on oppose, par exemple, le logement et les espaces verts. Il y a des endroits où on peut faire une répartition équitable des terrains pour faire des jardins et du logement. Mais on a des terrains, on en a un dans le 11e arrondissement qui est bloqué et il s'agissait de faire quoi ? Même, je vais vous dire, la proposition que j'avais faite sur un terrain de 5000 m², j'avais dit mais prenons 1000 m² pour y construire du logement pour les personnes vraiment SDF et pouvoir faire de l'hébergement à cet endroit-là, plus une crèche, laissons 4000 m² pour un jardin, et la réponse a été non. Il y a quand même un sujet là où moi je ne peux pas accepter qu'on oppose le social et l'écologie. Et donc il y a des différences fortes, mais qui ne sont pas des différences qui empêchent que l'on puisse gouverner ensemble. Au contraire. Mais je crois qu'aujourd'hui, la question écologique, elle est d'abord sociale. Mais un de vos arguments par rapport à vos concurrents à gauche, c'est de dire que le Parti socialiste est historiquement le parti de gouvernement, voilà, ceux qui assument les responsabilités. Non, je n'utilise pas cet argument. Vous le dites un petit peu. Non, les réalistes, les pragmatiques. Peut-être pas historiquement, vous le dites tout de même. Ceux qui gouvernent déjà mettent en avant les élus locaux ça, aussi. Vous avez raison. Voilà. Mais bon, cette place-là que vous revendiquez aussi, il y a eu l'appel à l'époque de Hollande, à l'époque avec Laurent Geoffrin, qui disait que c'était quand même le rôle du Parti socialiste, parce que finalement on gagne toujours au centre, au final il y a un petit peu de ça, et on développera après si vous voulez. Je vais vous dire. Oui, mais là où j'allais, c'est que si le Parti socialiste fait un score là de 4%, 3%, etc., c'est quoi son destin derrière ? Parce que ça peut D'abord, être un coup final. Vous savez, c'est un peu aussi par rapport à la question d'avant. Aujourd'hui, la campagne, bien sûr qu'elle démarre, mais elle n'a pas vraiment démarré. Aujourd'hui, non, elle n'a pas vraiment démarré. Aujourd'hui, les Françaises, les Français que j'attendais qu'Emmanuel Macron se déclare pour dire qu'elle a commencé la campagne. En fait, aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens sont encore avec cette idée de, voilà, il y a la crise Covid. Quand ils nous parlent de quoi ? Ils nous parlent des questions de santé, ils nous parlent des problèmes d'école de leurs enfants. Ils gèrent une galère absolue, notamment pour ceux qui ont des enfants qui doivent faire du télétravail ou essayer quand même d'aller sur leur lieu de travail et que les écoles sont fermées, ou alors que c'est quand même un gros chaos dans la gestion de l'école avec ce Covid. Ils nous parlent de quoi d'autre ? Ils nous parlent du prix de l'essence. On est à Paris, on a moins de voitures, c'est clair, et on a des transports en commun. Mais partout ailleurs où les gens sont obligés de prendre leur voiture, ils nous disent au prix de l'essence actuelle, on va plus pouvoir aller bosser et on va plus pouvoir s'en sortir. C'est de ça dont ils nous parlent. Donc la campagne, vous savez, depuis plusieurs mois, ce que j'essaye de faire, c'est d'organiser, de rassembler
d'une situation, à partir d'une situation qui est très difficile, hein, je ne vais pas vous mentir. C'est sûr que ces 5 dernières années, le Parti socialiste a explosé, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées, même si on a gagné des élections locales, hein, qui sont vraiment Mais Bernard Cazeneuve, par exemple, dit que le Parti socialiste n'était pas prêt pour cette campagne. Oui, c'est vrai qu'en soi, il n'était pas prêt, et que mon rôle, et ce que j'ai endossé, et je l'accepte, c'est de dire, en fait, nos idées, nos valeurs, elles sont fortes, elles sont importantes, elles ne peuvent pas se dissoudre complètement dans d'autres offres politiques, parce que les autres offres politiques que je respecte sont pas des offres politiques qui placent au même endroit cet équilibre que je porte sur les questions économiques, sociales, écologiques. Sur les besoins des populations et les besoins des marchés. La démocratie, sur les besoins de la population. Vous savez, moi, je viens d'un milieu populaire. Oui, d'un milieu... Bah oui, mais je vais vous le dire. Et je suis convaincue que les grandes réformes, ce qui améliore la vie des gens, ce sont les grandes réformes, les lois sociales, les lois environnementales. Sauf que pour voter des lois, il faut encore accéder mais oui, au je pouvoir. sais bien. Mais voilà. il y a le chercheur Vincent Tiberi qui a fait un indice qui permettait de mesurer la demande de redistribution. Et on le voit, ça a été fait aux États-Unis, il l'a fait pour la France, pour voir qu'il y avait eu en effet un pic à la fin des années 70 qui arrive même au milieu, enfin qui montre qu'à un moment il y a Mitterrand qui arrive et qui résout un petit peu ça. Les gens sont en demande de grosses demandes de redistribution sociale. On voit que cette demande-là était en fait aussi très très forte au moment de Hollande. Et que quand Hollande finalement n'y répond pas, il y a cette déception là derrière qui est que les gens n'ont pas juste voté Hollande pour une alternance parce qu'ils en avaient marre de Sarkozy. Non, il y avait un moment où il y avait besoin d'un bon coup de barre à gauche qui n'a pas été mis à ce moment-là. Il est toujours pas temps de le mettre, ce coup de barre à gauche qui supposerait des alliances, des alliances peut-être plus ambitieuses. Qui suppose d'abord un programme avant les alliances. Et mon programme, franchement, il est de gauche. Dans le programme qui est le mien et que je présente, et d'ailleurs dans ce programme qui est soutenu aussi par pas que des socialistes, j'ai aussi des gens qui viennent d'autres, d'abord du mouvement associatif, du mouvement syndical, des personnalités comme Jean Jouzel qui viennent également soutenir. Ah oui, c'est pas rien, moi ça me fait pas rigoler. Non, Jean Jouzel, c'est un climatologue. S'il est là et s'il me soutient moi et pas les autres, c'est qu'il considère que justement... Oui, mais lui, il considère que justement la question de l'écologie pour laquelle il se bat, elle est d'abord sociale et qu'on n'y arrivera pas en la faisant reposer sur les plus fragiles. Donc ce programme-là que je porte aujourd'hui, c'est un programme dans lequel il y a à la fois cette idée de redistribution, il y a aussi cette idée par toutes les mesures que je propose, notamment sur remettre le paquet sur des grands services publics qui se sont quand même effondrés, je pense à l'école, je pense à l'hôpital, remettre aussi la question de la création de valeur, du travail dans notre société, pas au sens productiviste et de ce sens qui est finalement extrêmement prédateur pour la planète et pour l'humain, mais dans un sens qui est au contraire cette nouvelle valeur qu'on doit créer avec les énergies renouvelables, avec une société dans laquelle on considère que la croissance ne peut pas se calculer comme elle se calculait avant, elle doit se calculer aussi en fonction d'indicateurs de bien-être, elle doit se calculer aussi par rapport à ce que l'on offre comme perspective à la jeunesse dans notre pays. Donc le programme que je propose, il comporte tout cela. D'accord. Mais juste si vous permettez, pourquoi c'est pas une offre politique centrale, c'est pas ça. Mais si on veut gouverner, il faut arriver à rassembler le pays. Vous pouvez pas rassembler en partant d'une extrême, même si c'est c'est ce qu'a fait François Mitterrand quelque part. Eh ben non, il n'était pas sur une extrême. Il a fait un programme commun avec le Parti communiste. Oui, bien sûr. Contre des gens à la SFIO qui, eux, voulaient plutôt gouverner au centre, etc. Mais non. François Mitterrand, il a porté une offre politique. Alors, il a un peu qui fait était semblant, oui. Une offre politique de gauche, voulant aller au gouvernement. Il a porté cette idée de programme commun. Il a réussi d'ailleurs. De transformation l'arrivée de la sociale. gauche s'est faite de cette façon-là. Il a porté des grandes réformes. Qu'il y ait eu des déceptions à l'époque de Mitterrand, ensuite, et y compris au moment entre 2012 et 2017 avec François Hollande, je ne le nie pas. Est-ce que vous êtes l'héritière de François Hollande ? Mais
Je suis l'héritière d'une grande famille politique qui a apporté toutes ces grandes réformes, et y compris, il y a des choses, notamment du quinquennat Hollande, qui évidemment sont extrêmement puissantes aussi. Je pense par exemple à l'accord de Paris sur le climat. Au moment où on prend ce sujet-là, tout le monde nous dit vous allez vous planter, il n'y aura pas d'accord à Paris sur le climat parce que c'est pas possible d'arriver à un accord international. Et qu'est-ce qui se fait à ce moment-là? On met le paquet sur la diplomatie climatique française et on réussit quand même cet accord qui aujourd'hui est un texte international. Vous faites un droit d'inventaire quand même, vous l'avez fait. Vous êtes prête à revenir, vous l'avez dit aujourd'hui dans la presse, vous êtes prête à revenir sur la loi El Khomri par exemple. Je l'ai d'ailleurs contestée cette loi au moment où elle a été prise. Donc moi vous savez, je suis assez claire et carrée. Je dis vous n'étiez pas proche de Manuel Valls ni de les choses Macron. Telles que je les pense, mais je n'ai pas envie qu'on se perde là maintenant dans des droits d'inventaire. Le sujet, c'est le bilan de Emmanuel Macron. Il y a Sacha qui voudrait poser une question. D'Emmanuel Macron qui est en cause. C'est comment on peut, à partir de ce bilan, de ce qu'on a appris aussi, de nos échecs, de ces déceptions, mais aussi de ce qu'on a réussi, comment on peut proposer quelque chose qui permette à la France de s'en sortir et de sortir de ce chaos et du chaos annoncé. Parce que 50 plus avec Macron, bonjour les dégâts. Sacha. Moi, j'aimerais revenir sur les propos de Bernard Cazeneuve, qui était assez en forme et assez sévère, et qui disait que les socialistes n'étaient pas préparés. Et en fait, qu'est-ce que vous avez fait pendant 5 ans sur le plan des idées, vraiment, à part vous placer dans l'opposition systématique? Je peux vous dire, les socialistes en général, et tous les socialistes en général, moi, pendant 5 ans, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé, à l'échelle de Paris, de montrer qu'il y avait une possibilité d'aller vers un mieux vivre, y compris dans une ville comme la nôtre, d'engager une transition écologique majeure dans une ville historique, dans une ville très patrimoniale, où c'est pas évident de sortir du modèle tout voiture, etc., qu'on a connu, et de montrer aussi, dans une ville qu'on caricature souvent comme la ville où il y aurait des très riches et des très pauvres, ce qui n'est pas vrai sociologiquement. On est dans une ville où l'essentiel de la population... Non. 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. Voilà. 70% des Parisiens sont éligibles au logement social. C'est-à-dire qu'ils ont des revenus plutôt de classe moyenne et de catégorie populaire. Et donc de montrer que, y compris dans une ville comme celle-là, on pouvait avoir une politique du logement extrêmement dynamique, faire l'alliance. La politique de logement social, d'ailleurs c'est Yann Brossat, un élu communiste à mes côtés depuis 2014, qui m'accompagne sur cette politique-là. Elle fait quand même, je dirais, pas des émules, mais en tous les cas, elle est reconnue comme étant une politique extrêmement volontariste, où nous sommes en train d'arriver à 25% bientôt de logements sociaux à Paris, alors qu'on était à 12,5 ou 13% il y a 20 ans. Donc non, on est vraiment sur quelque chose de très... On n'a pas réglé toute la question du logement. Je vous vois... Il y a encore du boulot, c'est clair. Il y a encore du boulot. Mais donc voilà ce qu'on a prouvé, qu'on pouvait être une équipe de gauche, vraiment revendiquée, qu'on n'était pas obligé non plus de céder au moment où on s'est retrouvé confronté à l'arrivée de beaucoup de réfugiés en 2015, qu'on pouvait être aussi une ville qui ne se repliait pas sur elle-même, qui tendait la main, qui mettait en place vraiment un accueil et un accompagnement de ces réfugiés. Ville de Paris. Ville de Paris. Idéal non plus. Enfin, faut quand même être honnête. D'accord, parce qu'on était. Est-ce que les efforts n'auraient pas pu être encore plus importants? Alors, je sais que c'est une responsabilité aussi de l'État, mais c'est surtout d'abord l'État. Oui, bien sûr, mais il n'en demeure pas moins que si l'État n'intervient pas, peut-être auriez-vous aller encore plus loin. L'État, non seulement depuis Emmanuel Macron n'est pas intervenu, mais il a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues. Et on a quand même avancé, on a quand même, je dirais, tenu vraiment. Et on me disait, du côté de l'État, c'est un sujet sur lequel l'opinion publique est très réfractaire. Donc on refuse d'aller vers cet accueil. Et on m'a accusé de faire un appel d'air à Paris. On m'a accusé d'être celle qui faisait venir les réfugiés. Donc voilà, là-dessus, franchement. Donc moi, ce qu'on a fait pendant 5 ans, voilà, moi j'ai agi. Tout simplement. Vous êtes à la tête d'une union de la gauche, vous l'avez rappelé. Pourquoi est-ce que ce qui est possible au niveau local ne serait pas possible au niveau national? Comment ça se fait que ça n'arrive pas à fonctionner? Vous avez fait alliance au régional, au second tour, ça a fonctionné. Et à l'époque, je me souviens, sur mon plateau, je recevais des candidats qui me disaient que tout se passe bien. On s'entend super bien, les insoumis, les socialistes, les écolos, tous ensemble. On s'adore, c'est génial. Comment ça se fait
que c'est impossible au niveau national. C'est quoi? C'est un problème de leadership? C'est un problème d'ego? C'est un problème de le peuple de gauche n'est pas prêt? De programme? Oui, mais comment ça se fait que depuis 5 ans, ça n'ait pas avancé? Je pense que depuis 5 ans, ce qui a vraiment manqué, je suis d'accord avec vous, moi, je n'ai pas investi le Parti socialiste ces 5 dernières années. Je me suis concentrée sur Paris et sur la réélection aussi parisienne. 2020. Mais ce qui s'est passé ces 5 dernières années, je pense, dans toutes les formations de gauche, ça a été de se dire on verra, on a le temps, la gauche est émiettée, on verra ce qui se passe, et de se dire aussi, finalement, à défaut de pouvoir gagner, le sujet, c'est qui va avoir le leadership à gauche. Je crois que c'est un peu ça. Moi, j'ai participé à une réunion, c'était au mois de mars ou avril dernier. C'est celle avec Yannick Jadot et les instituts, tout le monde, oui, j'en souviens. Que Yannick Jadot, d'ailleurs, avait initié. Ouais. On s'était appelé, je lui avais dit, écoute, moi, je veux bien venir, mais je voudrais quand même qu'on puisse avoir préalablement une réunion entre nous, parce que je pense qu'il y a quelque chose dans avec les écolos, le rapport écolo. Il y a quelque chose là d'une proximité et de cohérence. Sociologiquement, c'est le même vote. Oui, c'est les mêmes groupes sociaux qui vont voter. En 2017, c'était le même candidat. C'est de la porosité. Bon. Et je lui avais dit, voyons-nous d'abord avant. Ce qu'on a fait, d'ailleurs, on s'est vu avec lui, avec Olivier Faure, avec Julien Bayou et Laurence Toubiana, qui grande dame aussi, qui a été très active dans l'accord de Paris. Qui avait dit, moi je veux bien être celle qui, par le contenu, parce qu'on croit beaucoup aux idées, va peut-être essayer de rassembler. Le go-between. Et on s'était dit, voilà, cette première réunion qu'on avait eue était intéressante, importante, et qu'on allait en faire d'autres. Et puis après, on s'est retrouvés dans cette grande réunion où il y avait tout le monde. Et dans cette grande réunion où il y avait tout le monde, la France Insoumise, c'était Éric Coquerel qui la représentait, a dit mais comment il y a des gens qui se voient entre eux et puis là on se voit ici, comment ça c'est pas possible, c'est où tous ensemble. Surtout qu'ils s'étaient déjà sentis exclus d'un certain nombre d'alliances régionales avant. Oui, mais qu'ils nous avaient aussi expliqué que de toute façon eux ils avaient un candidat, un programme et que la seule chose à faire c'était soit de se ranger derrière, soit de retourner chacun dans nos appartements. Et la réunion a tourné court. D'ailleurs, je me souviens du désarroi. Oui, en grande partie. Ils n'ont pas tout à fait tort. Ils sont toujours en tête des intentions de vote des gens de gauche. Ils sont en position de force pour dire on peut discuter sur notre programme. Ce sera la base de discussion. Mais vous croyez que la base de la démocratie, c'est la démocratie d'opinion? Non, c'est le rapport de force. Il a fait un score quand même beaucoup plus important que celui des socialistes en 2017. Oui, mais pas aux élections locales. Si on est sur une élection présidentielle, peut-être faut-il aussi regarder la dernière élection présidentielle. Aussi, pas que, parce qu'entre-temps, il se passe des choses. Entre-temps, il y a eu aussi des élections locales. Dans les élections locales, le rapport de force... C'est pas le même corps électoral non plus. Mais vous n'en savez pas pas le même moment. Enfin, j'en sais rien. Moi, je vous affirmais quelque chose que je n'affirmerai pas du tout comme vous. Les taux d'abstention ont été considérables aux élections régionales. Or, dans mais ces la France Insoumise s'est plantée aux élections régionales et aux élections locales aussi. Et sans doute que le taux d'abstention risque d'être très très fort à l'élection présidentielle. On sait aussi que la France Insoumise n'a pas non plus investi énormément ces scrutins intermédiaires. Parce qu'ils se sont faute de structuration. Mais nous, on investit tous les scrutins. Et qu'est-ce qui se passe sur les scrutins locaux? Le PS, des sortants reconduits. Il fait quoi? Il fait en moyenne 15%. Mais c'est ça, c'est des primo-sortants aussi quand même. Des scrutins locaux. Donc, comment vous mesurez le rapport de force en tenant compte de toutes les élections? Pas dire que les gens vous croient incapables de gouverner à l'échelle de l'État. Je n'en sais rien, mais pourquoi affirmer des choses comme ça? Non, c'est une question. Je ne crois pas. Je crois que les gens se disent, ils sont divisés, ils n'ont pas été capables de s'entendre, il s'est passé 5 ans et il n'y a pas eu quelque chose de solide et de construit, que ça, bien sûr, ils nous en veulent, une grande partie des gens nous en veulent, et je ne peux que le reconnaître. Et en même temps, moi, ce que je leur dis, regardez, on a réussi à faire des choses, à s'entendre, à créer ces coalitions. Moi, je dirige une coalition comme celle-là. Mais à Paris, encore une fois. À Paris depuis... Mais pas que, il y a Paris, plein de villes. Paris, c'est pas la France. Non, mais il y a plein de villes en France, des grandes villes, des plus petites villes, des régions où ces coalitions existent. Et je me dis,
la question que vous posiez, comment on fait pour passer du niveau local au niveau national? Je pense que c'est le moment où on peut essayer de montrer qu'on peut faire ce passage-là. Parce que vous le disiez tout à l'heure, il y a des sujets au niveau local qui peuvent bloquer. Vous parliez par exemple, c'est vrai, des socialistes et des écolos à Paris sur le logement, ça, il y a eu des points d'achoppement. Y a-t-il des sujets au niveau national qui sont indépassables, sur lesquels les gauches irréconciliables théorisées par Valls, il a raison, il y a des trucs sur lesquels on n'y arrivera jamais? Le nucléaire, la laïcité, l'Europe, la par 6e exemple. République. Sur le nucléaire, je pense qu'il n'y a rien d'irréconciliable. Peut-être si ceux qui, mais c'est pas à gauche. À gauche, personne ne dit il faut faire du nucléaire. La seule énergie. Montebourg l'a dit. Il non, l'a c'est pas Fabien dit Roussel. exactement Il l'a pas dit comme comme ça, ça. Roussel, oui, quand même. le PC historiquement, mais le PC a été d'accord de se mettre dans des coalitions où il y avait aussi la sortie nucléaire à terme. Oui, et en tous les cas où le fait de miser aussi sur le renouvelable est quelque chose d'important. Moi, ma position là-dessus. Donc c'est pas indépassable, on peut y arriver, on peut se mettre d'accord. Je pense que bien sûr qu'on peut se mettre d'accord. D'abord parce qu'il y a des choses qu'il faut aussi sur lesquelles il faut se donner le temps. Par exemple sur le nucléaire, moi je prône une sortie du nucléaire que j'estime être une énergie de transition, enfin en tous les cas qui nous permettent bien sûr de passer le cap, mais qu'il faut mettre le paquet tout de suite pour aller vers 100% de renouvelables, parce que si on ne le fait pas et si on construit de nouvelles centrales, même des petites centrales comme le propose Emmanuel Macron, on va détourner les moyens financiers des investissements dont on a besoin sur le renouvelable et ça ne marchera pas. Et on n'ira jamais vers les 100% de renouvelables. Donc ça, c'est des sujets qui sont tout à fait, je dirais, sur lesquels il y a plus que des discussions possibles. Sur la 6e République... 6e République, vous sembliez ne pas défendre cette idée. Ah non, moi je ne défends pas l'idée de la 6e République. Non, il y a de plus en plus d'abstention, il y a un climat politique qui est particulièrement vicié. Aujourd'hui, il y a une commission d'enquête là, par exemple sur les médias, etc. Initiée par David Assouline. Voilà, il y a David Assouline dedans. Et vous voyez bien que tout ça, ça produit... En plus, avec ces institutions présidentialistes, voilà, ça produit quand même un climat qui est très étonnant. Mais ça ne se résout pas forcément dans une 6e République. Entre la classe politique Alors, vous proposez quoi? Alors, moi, je pars du principe qu'il y a 3 grandes crises là, sur lesquelles, et 3 urgences sur lesquelles il faut agir. Écologique la et sociale. Crise d'abord sociale, la crise écologique et bien sûr la crise démocratique. Je pars du même constat. Bien sûr que la façon dont aujourd'hui il y a cette séparation, ce manque de confiance entre les élites et le peuple. Il ne faut pas refonder les institutions. Alors, je pense qu'il faut d'abord, parce que je suis quelqu'un de pragmatique, j'ai pas envie qu'on rentre dans un quinquennat en se disant et en affrontant, enfin, voyant toute la population française s'affronter sur le numéro de la République, 5e ou 6e. Elle n'est pas consensuelle, l'idée. Il y a plein de gens qui sont attachés à la 5e République. À gauche, elle est plutôt consensuelle pour le coup. Pas la 6e République. Voilà. Mais je vais y revenir. Comme je suis aussi quelqu'un de pragmatique, je ne veux pas de cet affrontement-là. Moi, j'ai envie, qu'on résolve la crise sociale, la crise écologique et la crise démocratique. Et donc, qu'on avance comment? Pas en s'affrontant là-dessus, mais en bougeant. Il y a des choses qu'on peut bouger tout de suite, qui ne nécessitent pas du tout de changement de constitution, qui sont tout simplement la pratique du pouvoir dans la 5e République. Emmanuel Macron est l'exemple même d'un président qui a interprété au bout la 5e République dans une logique de verticalité qui a confirmé cette monarchie républicaine. Oui, les textes le permettent, mais il peut y avoir une interprétation et une pratique différente. Je pratiquerai totalement différemment. Comment? Mais on doit compter sur la vertu des gouvernants, là. Attendez, je ne fais pas que cela, mais je vous dis comment, de façon pragmatique, je veux avancer rapidement pour faire justement bouger notre démocratie pour qu'elle soit plus ouverte et beaucoup moins verticale. D'abord, un président qui préside, qui ne s'occupe pas de tous les détails, qui ne va pas vous expliquer comment vous allez mettre votre masque dans la rue, à quelle heure vous allez vous faire tester, à quelle heure vous allez prendre votre température, pour être un peu caricatural. Mais on en est quand même venu à ça. Un président qui infantilise le peuple, qui infantilise les Français, qui décide de tout le temps et tout seul. Le pire étant dans cette crise sanitaire, le fait qu'il décide avec
un conseil de défense sanitaire où tout est secret défense pour ne pas pouvoir être ensuite interpellé ou même contesté, y compris par les voies de droit, sur les décisions qu'il aurait prises. Ça n'est pas possible. Un Premier ministre qui soit vraiment celui qui anime le gouvernement et un Parlement qui ait plus de pouvoir. Il y a des choses qu'on peut faire immédiatement sans changer les textes. Mais après, il faut changer aussi les textes. Et sur les changements de texte, plusieurs choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord, ce n'était pas mon orientation de départ, sur l'idée que dans cette crise démocratique, il faut que le peuple ait aussi un pouvoir direct. Et donc, oui, je suis d'accord avec le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Je suis totalement d'accord avec cette idée d'une intervention possible du peuple dans le processus. Des choses comme la Convention citoyenne pour le climat. Mais plus que ça, un vrai pouvoir de référendum. Et d'ailleurs, pour accompagner et permettre cela, je propose d'ailleurs que ce soit au sein du Conseil économique, social et environnemental qu'on transformerait en chambre de la société civile, que puisse se créer cela. D'ailleurs, j'abaisse. Vous savez qu'il existe aujourd'hui ce qu'on appelle le référendum d'initiative parlementaire, qui est partagé et qui est à 4 millions de personnes. Moi, je propose qu'on abaisse tous ces seuils à 1 million de personnes pour pouvoir le faire et qu'il y ait ce vrai pouvoir-là. Emmanuel Macron l'avait proposé ça aussi, moi il ne l'a pas fait. Oui, il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas faites et on a bien vu pourquoi. Ensuite, je pense qu'il faut aussi donner plus de pouvoir au Parlement et que le Parlement soit vraiment le lieu où se définissent les lois, mais que les citoyens aient aussi un pouvoir d'amendement, c'est-à-dire qu'ils puissent intervenir. Un droit de regard. Non, c'est plus qu'un droit de regard. C'est un pouvoir d'amendement. C'est-à-dire, on est en train de discuter un texte à l'Assemblée nationale. Des amendements citoyens, d'accord. Des amendements citoyens qui pourront être portés à partir de quoi ? À partir d'abord, ce fameux Conseil économique et social que je transforme, mais aussi dans chaque département, des lieux qui soient des lieux permettant justement de faire ces consultations citoyennes, de faire ces participations citoyennes pour permettre au peuple, à la population, citoyen, d'intervenir directement dans le processus législatif. Jusque-là, de tout ce que vous nous proposez comme idée institutionnelle, c'est très proche de ce que proposent beaucoup de gens dans ce qu'ils appellent la 6ème République. C'est quoi ? C'est juste une question de nomenclature ? C'est juste le nom, en fait ? C'est que si vous rentrez dans l'idée que le quinquennat débute par une assemblée citoyenne, une convention citoyenne, une constituante, vous allez passer tout le quinquennat d'abord à vous affronter, parce que même si un président... déjà, c'est le principe de la démocratie, après tout. Ils sont en train de le faire au Chili, ça se passe bien. Je préfère des affrontements comme ça que d'affronter l'extrême droite directement. En fait, vous n'avez pas envie de payer pendant un mandat un choix qui pourrait être courageux pour la suite. Non, je ne trouve pas ce choix courageux. D'abord, je ne suis pas d'accord avec ce choix de 6ème République. Je pense que la 5e République, elle contient aussi des éléments d'une stabilité sur laquelle je pense qu'il faut continuer à avancer, qu'une grande partie des Français sont attachés aussi à cela, et je les entends. Et par ailleurs, je pense que la 6ème République et le processus de cette constituante nous conduirait vers quelque chose qui ferait qu'on se détournerait des autres urgences, et que par ailleurs, on ne réglerait pas, même en 5 ans, les questions justement d'une démocratie plus ouverte, plus continue, comme peut le dire par exemple un Dominique Rousseau, qui est un des inspirateurs avec qui je discute beaucoup de cette démocratie continue. Donc je ne suis pas d'accord avec ce choix-là, à la fois pour des raisons très pratiques et puis aussi pour des raisons fondamentales. Je pense qu'on doit pouvoir, en tous les cas dans les propositions de réforme que je fais aussi par exemple une proposition de réforme qui consisterait à remettre le scrutin des législatives avant le scrutin de la présidentielle, pour revenir aussi à un régime plus parlementaire, dans lequel le Parlement aurait beaucoup plus de pouvoir. Vous proposez une proportionnelle également ? Oui, je propose aussi une proportionnelle, c'est-à-dire, en gros, je propose un système comme le système allemand, où vous savez que quand vous votez, en fait, vous cochez 2 cases. La case de votre député, c'est-à-dire la personne que vous allez élire directement,
Et puis, vous votez aussi pour un parti politique. Et ce qui permet de rééquilibrer, qui est plutôt un système très intelligent. Donc, je propose d'aller vers ce système d'intégration de la proportionnelle. Léa. Puisque vous parliez justement de législative, j'avais envie d'en discuter ce soir avec vous. Il y a des discussions qui sont en cours entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts. Non, pas pour Alors l'instant. les journalistes du Monde mentent. Non, ils ils mentent pas, mais enfin, c'est ils fort n'ont dommage pas parce la qu'il y a bonne tout un information. article assez intéressant je l'ai vu, qui dit par ailleurs que, alors peut-être que vous allez nous donner des précisions à cet égard, que vraisemblablement les Verts ne souhaitent pas d'alliance ou en tout cas une répartition des circonscriptions pour le vote, enfin pour les législatives, tant que vous ne vous effacez pas en fait. D'abord, il n'y a pas de discussion sur les législatives. C'est normal que les chefs de parti se parlent et que les équipes, évidemment, enfin, on est quand même des femmes et des hommes responsables. Alors, je Moi, cite je quand même parce que ça me semble important aussi pour que tout le monde comprenne un peu l'origine de cette discussion que nous sommes en train d'avoir. Le papier du Monde d'hier cite ce qu'aurait dit vraisemblablement Julien Bayou. Si Anne Hidalgo va au bout, il n'y aura pas d'accord législatif. Donc vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas de discussion. Mais non, il n'y a pas de discussion aujourd'hui et ça a été acté de façon très claire. Nous sommes en train d'investir tous nos candidats aux législatives. À Paris, on l'a déjà fait et c'est en train de se faire partout en France. Et après la présidentielle, il y aura des discussions. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur les législatives. Il y a bien sûr des échanges et c'est normal entre les formations politiques et heureusement qu'il y en a. Mais non, il n'y a pas de... D'ailleurs, ça a été démenti très rapidement par notamment la direction du Parti socialiste. Vous continuez à échanger avec les autres candidats de la gauche? Vous vous appelez, vous les avez au téléphone? Pas tous les jours, disons-le. On échange à certains moments. Vous savez, quand on est engagé comme ça dans une campagne électorale importante comme celle de la présidentielle, il y a des moments où on s'appelle, où on se parle, on se dit qu'on est d'accord, pas d'accord, et puis après, on est chacun dans nos couloirs. Donc on est quand même beaucoup chacun dans nos couloirs, même si évidemment, moi, je n'ai jamais ni théorisé, ni intériorisé cette idée des gauches irréconciliables. Je pense que cette idée-là, elle est mortifère parce que le principe même pour la gauche, c'est qu'elle ne peut pas arriver au pouvoir et elle ne peut pas gouverner s'il n'y a pas à un moment donné des coalitions. Alors, il y a un truc sur les gauches irréconciliables. Si vous aviez fait une déclaration, je crois que c'était au Point, qui avait ensuite titré, vous l'aviez pas dit exactement comme ça, mais enfin tout de même, je ne ferai pas campagne sur le wokisme. En ça, vous reprenez un terme qui, pour le coup, est utilisé à l'extrême droite, à la droite. Jean-Michel Blanquer vient d'organiser un magnifique colloque la semaine dernière à la Sorbonne contre le wokisme. C'est un danger, ça nous menace vraiment le wokisme, et ça fait partie maintenant de l'identité du Parti socialiste que de considérer que les luttes d'émancipation, plutôt portées par les jeunes générations, peut-être un conflit de génération là-dedans, sont un danger pour la République, le cadre républicain, etc. Ça fait partie maintenant de l'identité du PS. Émancipation et d'abord, inégalité. Vous avez très bien fait de le dire. Voilà, ce n'est pas comme ça que j'ai dit les choses et que ensuite la titraille, vous savez ce que c'est. Mais j'ai vu un de vos adjoints qui avait liké, retweeté, ou je sais pas quoi, donc c'était assumé un petit peu. C'est très bien. Mais en tous les cas, moi, je suis profondément d'abord républicaine. Je défends l'universalisme républicain. Dans cet universalisme républicain, il y a quoi? Il y a recherche d'égalité, pas de différence. Je suis pour le droit à l'égalité, demande d'égalité, ce contexte de pas à wokisme. la différence. Et je considère que les théories qui sont des Mais est-ce que théories vous y croyez sociales, vraiment ce que vous dites là-dessus? Que les gens sont en demande de différence et non pas d'égalité. Non, mais je ne suis pas en train de vous dire ça. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire, je me définis moi, je ne suis pas en train de définir les autres. Je me définis comme... En creux peut-être? Non, pas du tout. Jamais en creux. Vous savez, je suis très... Alors en quoi ça vous différencie des wokistes alors? Sur le plan intellectuel, je pense qu'il faut beaucoup d'honnêteté et puis de sérieux. Les mots qu'on prononce ne peuvent pas être en creux. Les mots que je prononce, c'est que je suis pour l'égalité républicaine, je suis pour l'universalisme républicain, je ne suis pas pour le droit à la différence, je suis pour qu'on aille tous vers l'égalité. Je constate quoi? Qu'aujourd'hui, la promesse d'égalité républicaine, elle n'est pas respectée, elle n'est pas remplie par la République. Et donc,
je suis d'accord pour dire qu'il faut aller voir, et par exemple la méthode intersectionnelle qui cherche à voir et à faire les croisements et comment se conjuguent les différentes discriminations, pour moi c'est une méthode des sciences sociales, c'est une méthode très mais c'est pas une doctrine politique. L'intersectionnalité, c'est pas une doctrine politique. D'accord. Là encore, c'est ça. Moi, ma doctrine politique, c'est celle d'une république. Je pense que si on affaiblit les valeurs républicaines, si on affaiblit ce cadre républicain, alors il n'y a plus grand-chose qui nous permet de vivre ensemble. Mais pour ne pas l'affaiblir, je termine. Je ne considère pas qu'il suffirait d'être dans l'incantation des valeurs républicaines pour que ça marche. Il faut être dans la traduction concrète de ces valeurs républicaines dans chacun des domaines des politiques. Les politiques éducatives, les politiques justement de lutte contre toutes ces discriminations en raison des origines, du sexe, de l'orientation sexuelle. Je vous ai entendu dire ça sur Mediapart, parce que je trouvais déjà une position plus fine qu'avant sur le wokisme, je sais pas quoi. Si, je trouvais qu'il y avait une évolution. Mais pourquoi comment vous par pouvez contre, dire vous avez envoyé des signaux parce plus fine qu'avant, dans ces nouvelles luttes, il y a la lutte contre les violences policières qui a pris beaucoup d'ampleur avec le mouvement. Il y avait le mouvement La mort de George Floyd, Black Lives Matter, etc. Il y a eu le mouvement évidemment MeToo, et vous avez plutôt envoyé des signaux où les militants de ces milieux-là se souviennent plutôt que vous avez fait applaudir Didier Lallemand, se souviennent plutôt que vous aviez soutenu Christophe Girard un petit peu longtemps. Non, mais c'est ce dont on se souvient dans ces milieux-là aussi. Oui, mais vous faites beaucoup d'amalgames, et je pense qu'il faut... C'est des symboles. Mais non, il faut de l'honnêteté intellectuelle quand on pose des sujets comme ça sur la table. Vous pouvez pas dire les choses comme ça. Je vous dis comment les gens l'ont reçu. Mais certains, pas tous, vous voyez, les gens. D'accord. Quand même, il y avait... Alors qu'est-ce que vous avez voulu dire? Christophe Girard a un peu fait l'unanimité dans les milieux féministes. Moi, je suis pour l'état de droit. Vous savez, je suis profondément attachée à l'idée que pour que cette égalité républicaine, pour que cet universalisme républicain dont l'idéal est l'égalité des droits, mais aussi les libertés, bien sûr, il faut qu'il y ait un état de droit. Que cet état de droit, il faut qu'on l'accepte. Bien sûr, l'état de droit, il n'est pas imposé de droit divin. Il dépend des forces politiques qui font bouger ce droit pour donner, par exemple, des droits aux minorités qui ne sont pas reconnus. Et je suis vraiment, vraiment du côté de la défense et de la promotion des droits de ces minorités, pas pour que ce soit des minorités avec des droits spécifiques, mais pour qu'elles soient dans l'égalité républicaine. Et par exemple, quand on s'est battu, et ça c'est un acquis du quinquennat évidemment de François Hollande, quand on s'est battu pour le mariage pour tous, on s'est battu pour que tous les enfants de la République, quelle que soit leur orientation sexuelle, puissent se marier s'ils le souhaitaient. C'est au nom de l'égalité des droits que sont portés ces différents combats. Et c'est ça la façon dont moi je m'inscris dans la défense de ces droits et de ces libertés. Et il faut qu'il y ait un état de droit. Ce n'est pas à moi de décider de qui est coupable ou qui n'est pas coupable. Bien sûr qu'il faut intégrer, j'ai toujours soutenu d'ailleurs la libération de la parole du mouvement MeToo, je l'ai toujours soutenu parce que je pense que cette libération de la parole, elle a été un plus. C'est vrai que dans ma génération de féministes, la féministe que je suis, nous n'étions pas exactement encore à ce moment-là parce que nous étions encore en train de nous battre pour essayer d'avoir le droit, ne serait-ce que de faire reconnaître qu'il y avait des discriminations impressionnantes entre les filles et les garçons. Mais ce mouvement, par exemple, de libération de la parole, je le soutiens et je pense qu'il a été très libérateur pour notre pays et notamment pour les femmes. Donc vous avez envoyé un signal qui était complètement contradictoire en soutenant votre adjoint au moment où il a été mis en cause. Mais non, mais mis en cause par qui? Par la presse. Je considère que la mise en cause par la presse, pour moi, elle n'est pas suffisante. À partir du moment où quelqu'un est mis en cause par la justice, on passe à autre chose. Mais vous parlez de libération de la parole, que vous soutenez ce mouvement, et pourtant... Je suis désolée, l'état de droit, c'est de reconnaître qu'il y a aussi des droits à ceux qui sont attaqués. Et vous savez, on est dans un pays où on peut s'enorgueillir que même le pire des salauds est
droit à une défense. Vous voyez ce que je veux dire ? On est dans un pays qui, contrairement par exemple aux États-Unis, par rapport aux États-Unis, dans lequel il y a un procès contre les auteurs des attentats. Que vous êtes précisément que les viols sont très très peu condamnés en France, que depuis 10 ans ils sont de moins en moins condamnés, que finalement la parole des victimes est souvent remise en cause. Donc je suis désolée, mais je sens qu'il y a un tout petit peu de manque de cohérence dans votre discours. Pas du tout. À partir du moment, et vous savez que maintenant, lorsqu'il y a par exemple des faits, des témoins ou des personnes qui se disent victimes, y compris dans des temps passés. Victime, qu'est-ce qui se passe ? Ouverture d'une information judiciaire, c'est-à-dire la justice s'en saisit systématiquement. À condition que la plainte ait pu être déposée, ait pu être prise. Aujourd'hui, la jurisprudence d'ailleurs récente du parquet de Paris et des parquets sur ce sujet-là, c'est qu'à partir du moment où il y a une mise en cause qui arrive par la presse souvent, mais que cette mise en cause, même s'il n'y a pas de plainte déposée par une victime, il y a ouverture d'une information judiciaire, parce que cette ouverture d'information judiciaire permet de faire venir éventuellement la parole d'autres victimes. Et ça, c'est très bien, et je soutiens cela. Mais quand on demande à quelqu'un de condamner, c'est-à-dire de dire un tel va être exclu d'une équipe parce qu'à un moment donné, il y a une mise en cause, mais qu'il n'y a pas encore d'acte posé pour ouvrir une information judiciaire ou saisir la justice, on est dans un cas différent. Et sur l'adjoint auquel vous faites référence, à partir du moment où le parquet a ouvert l'enquête, a fait l'information judiciaire, eh bien, à partir de ce moment-là, je lui ai effectivement demandé de quitter ses fonctions. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, c'est très important d'être dans un état de droit. Ni vous ni moi n'avons le droit d'accuser quelqu'un. Moi, je suis extrêmement, évidemment, soucieuse que la parole des victimes soit respectée et soit portée, et que la justice, parce que c'est à elle d'en décider, puisse faire son travail sereinement, parce que je pense que la justice doit travailler sereinement. Et évidemment que je me réjouis que la justice aujourd'hui considère la parole des victimes potentielles comme une parole qui l'oblige à regarder ce qui se passe. Et ça, c'est une grande avancée qu'on doit notamment à MeToo. Mais moi, je ne suis pas du tout ni juge ni procureur pour décider, avant même que la justice n'ait ouvert une information, de la condamnation de telle ou telle personne. On approche de la fin de cette interview. J'avais une dernière question pour vous, Anne Hidalgo. Vous avez fait une proposition choc ces derniers jours, 5 000 € versés à tous les jeunes sans condition à l'âge de 18 ans pour leur permettre d'atteindre l'autonomie. C'est quelque chose qui viendrait en complément du RSA jeune qui était déjà défendu par la socialiste, ou ça remplace ? Non, c'est en plus. Mais c'est quoi cette idée, un versement sur le compte en banque de tous les jeunes ? Voilà, c'est à 18 ans, permettre à chaque jeune de pouvoir avoir ce capital de 5 000 € pour pouvoir porter un projet. Ça peut être, je veux partir à l'étranger pour apprendre une langue, pour avoir une expérience, je veux monter un projet associatif ou un projet qui me tient à cœur, personnel, et je ne peux pas le faire parce que j'ai pas les moyens, ou parce que mes parents n'ont pas les moyens, ou parce que je veux pas leur demander. Il faut demander soi-même, il faut faire une demande de projet pour avoir les 5 000 €. Non, pas du tout. Non, c'est automatique. C'est automatique sur tous les comptes. Et vous le trouvez où cet argent ? Je le trouve dans une réorientation de sommes qui aujourd'hui, par exemple, sont dépensées pour aider ceux qui gagnent beaucoup d'argent à gagner un peu plus. Par exemple, conditionnalité des aides aux entreprises. Je le trouve dans le rétablissement d'un impôt sur la grande fortune. Je le retrouve aussi dans un travail plus soutenu pour essayer de diminuer le niveau de la fraude fiscale et de l'évasion fiscale en France. Je le trouve dans des nouvelles mesures, y compris dans la création de valeur de notre économie. Voilà, je l'ai chiffré pour évidemment arriver avec un projet sérieux. Mais pour moi, c'est très important parce que je veux juste finir là-dessus. Mais je trouve que notre société, elle est vraiment très violente avec sa jeunesse. Très, très violente. On a cette histoire, le symbole là de Parcoursup, ce truc là, un algorithme qui décide de vos vies, qui vous oriente vers des choix
qui ne sont pas les vôtres, qui vous plongent dans une espèce de stress terrible. Je propose de supprimer Parcoursup, d'avoir un accompagnement, de permettre aux jeunes, on a le droit de tâtonner, on n'est pas obligé de savoir à 18 ans ce qu'on va faire de sa vie, et donc de pouvoir aller vers du service civique, vers des formations, vers ce que pourra permettre, par exemple, ce capital de 5 000 € qui peut vous permettre d'enclencher un projet auquel vous tenez. Parce que justement, je vous ai entendu dire, on revient sur Parcoursup, on arrête Parcoursup. Mais Parcoursup, c'est ce qui fait que les gamins sont dirigés après par un algorithme, etc. Mais le vrai problème aussi de la fac, c'est qu'il n'y en a pas assez. Mais bien sûr. Donc on en construit combien, 5, 6, 7, 8 pour absorber, parce qu'il y a de plus en plus d'étudiants. Bien sûr, parce que en fait, Parcoursup, ça sert à quoi? Ça sert juste à gérer une pénurie de places à l'université, donc on construit des qu'ils n'ont pas voulu augmenter. Oui, on en construit. Et d'ailleurs, ce que je dis dans mon programme, c'est qu'il faut qu'on se fixe un objectif de 60% d'une classe d'âge qui aille vers l'enseignement supérieur. Donc ça veut dire des profs, ça veut dire et qu'on puisse ouvrir aussi d'ailleurs à l'université. La mixité des métiers aussi. Mixité de métiers, qu'on généralise les formations en alternance, qui permettent aussi ce rapport au monde du travail. Je ne veux pas opposer les savoirs théoriques et les savoirs concrets, les savoirs de l'expérience. Donc bien sûr qu'il faut beaucoup plus de place à l'université. Ça fait partie aussi des choses plus de 80% d'abstention chez les jeunes aux élections régionales. Vous craignez une forte abstention des jeunes à cette élection présidentielle? Oui, je crains une abstention d'abord de la population dans son ensemble, parce que vous savez ce qui est en train de se passer là avec cette entre guillemets démocratie, j'appelle plus ça vraiment comme ça, sondagière, avec ce qu'on essaye de vous faire croire, c'est-à-dire une élection qui est jouée d'avance, avant même qu'on ait sifflé le départ, puisque aujourd'hui, ceux qui seront sur la ligne de départ, on ne les connaît pas encore, parce que... On s'en doute un peu, mais... On s'en doute un peu, mais il n'y a pas encore les 500 signatures pour chacun. Donc on essaye de nous faire croire que tout ça est joué d'avance, que c'est même pas la peine de vous déplacer. On dépolitise notre pays, alors qu'on est un pays politique, un pays qui aime la politique, dont la déception est encore plus grande dans un pays comme le nôtre, qui aime tant la politique. Les gens sont politisés. C'est pas parce qu'ils votent pas. Juste un rejet des partis. Votent pas qu'ils sont pas politisés. Il n'y a pas qu'un rejet des partis. Je pense qu'il y a... c'est vrai que les partis, vous avez raison. Il faut vraiment que ça bouge. Oui, ces 5 années de ce point de vue, et je suis d'accord avec ce qu'a pu dire Bernard Cazeneuve et beaucoup d'autres, ces 5 années ont été un peu des années perdues par rapport à une recomposition qu'on aurait pu faire pour donner le goût de la politique. On a essayé d'ailleurs à l'échelle locale de faire ça quand on fait de la participation citoyenne, quand on fait nous on a créé, là j'ai réuni cette semaine le conseil citoyen. Aussi un conseil citoyen tiré au sort. Bref, on aurait pu à l'échelle nationale, les différentes formations de gauche progressistes essayer d'avancer. Ça n'a pas été possible. Bon, le choc de 2017 était sans doute trop brutal. Je pense que c'était un choc tel. Il fallait du temps pour s'en remettre. Oui, et puis qu'une partie des Français se sont dit en 2017, il y a peut-être autre chose qui peut se passer. Et en fait, cette autre chose, ça a été encore plus de délitement, encore plus de conflits, encore plus de violence sociale et de désenchantement. Donc voilà, on en est là. C'est comme ça. On prend cette situation et on essaye d'apporter des solutions. Moi, c'est ce que j'essaye modestement de faire. Merci Anne Hidalgo d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'être venue. Je vous laisse quitter le plateau. On va se retrouver tout de suite après une très courte page de pause pour conclure cette émission. À tout de suite. Bonne nuit. Merci.